Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le 5e jour du 5e mois lunaire marque l'un des 4 grands festivals traditionnels chinois, la fête de Duanwu, plus connue en Occident sous le nom du Festival des bateaux dragons. Ce festival emblématique de la culture chinoise est également le premier à avoir été inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. À cette occasion, nous vous proposons une exploration approfondie des thèmes de la transmission et de l'innovation au sein du patrimoine culturel immatériel. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par visioconférence 2 invités. Madame Vassilia Pireiros, architecte française, professeure associée de l'école d'architecture de l'université de Tianjin. Bonjour. Bonjour. Et M. Wang Kun, responsable du Centre d'études des échanges humains Chine-France de l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. La fête de Duanwu, ou la fête des bateaux dragons, est le premier festival chinois à être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Monsieur Wang, à votre avis, quelle est la signification symbolique culturelle de cette inscription? Je pense que c'est d'abord une reconnaissance au niveau international par l'UNESCO de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel chinois, parce que cette fête traditionnelle contient beaucoup d'éléments culturels comme la mémoire historique du grand poète Qu Yuan ou la solidarité de la communauté en faisant du bateau dragon, ou bien le respect d'autres traditions comme confectionner les gâteaux au riz glutineux, etc. Donc c'est une série d'éléments culturels qui viennent identifier la culture chinoise locale d'une région particulière, mais cette fois-ci, cela a été valorisé au niveau international. Cela montre cette reconnaissance, cette importance accordée à la culture chinoise, mais surtout dans sa diversité locale, ce qui est la première fois et ce qui est significatif pour les Chinois. Et Madame Pireiros, pour vous, quelle est la particularité de cette fête? Alors, c'est vrai que ce récit de Qu Yuan qui s'est jeté dans la rivière et les habitants qui ont lancé du riz pour nourrir les poissons, puis ensuite fait les tongs, ça a toujours été impressionnant pour moi. Cette fête, le fait qu'elle soit associée au zongzi, c'est très important parce que c'est quelque chose qui, le fait d'associer à un mets, ça permet de perdurer dans le temps. Ça crée une image collective, mais ça crée aussi un souvenir personnel avec la saveur de l'aliment. C'est un peu comme en France pour la galette des rois. Je pense que c'est très important, l'association à un mets. Et Voilà. vous vivez depuis de nombreuses années en Chine. Y a-t-il d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel qui vous ont particulièrement impressionné ou surpris? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de fêtes locales qui sont, contrairement à des grandes fêtes nationales, la fête de Duanwu, elle est fêtée à l'échelle de tout le pays, mais il y a beaucoup de fêtes locales qui sont beaucoup plus en danger de disparition. Et je pense à un workshop que j'ai organisé avec des étudiants de Tianjin et des étudiants thaïlandais à Tianjin dans la baie de Hanggu, donc le long de la mer. C'est un village de pêcheurs, donc ils ont localement des chants traditionnels, des danses, et puis ils vont aussi écrire des proverbes qui vont coller sur les bateaux en bois pour protéger les pêcheurs. Donc ça, c'est tout un patrimoine immatériel qui est très impressionnant. Malheureusement, les villageois ont été déplacés vers la ville nouvelle. Et aujourd'hui, pour protéger l'écosystème marin, ils n'ont plus le droit de pêcher de mai à octobre. Donc il y a un nouveau festival qui a été créé en octobre au moment de la reprise de la pêche. Et les villageois essayent de transmettre leur culture aux plus jeunes, mais aussi à tous les nouveaux habitants. Et ça je pense que c'est vraiment à valoriser également pour permettre la transmission des cultures locales qui sont encore fragiles. Et Monsieur Wang, quels sont vos patrimoines culturels immatériels préférés? C'est un peu difficile, il y en a trop.
Oui, effectivement, il y en a tellement et je pense que la fête du printemps, c'est quelque chose d'indispensable pour la culture chinoise. Et c'est même une fête emblématique dans le monde entier. Dans chaque communauté diaspora chinoise à l'étranger, on fête tous les ans la fête du printemps avec les danses de dragons, de lions. On colle des sentences parallèles, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'organisent autour de cette fête. Donc je pense que la forme de la fête véhicule les valeurs, les éléments culturels que beaucoup sont appréciés, non pas uniquement par les Chinois, mais aussi par le peuple local. Par exemple, à Paris, j'ai assisté à ce genre de festivités et les Français participent aussi aux parades de la fête du printemps. Mais aujourd'hui, dans un contexte du développement rapide de la société moderne, d'après vous, quels sont les principaux défis à relever en matière de protection et de transmission du patrimoine? Oui, effectivement. Donc, nous vivons une période d'urbanisation, de modernisation très rapide. Donc, nous témoignons d'un phénomène, ce qui est la désintégration de l'ancien mode de vie, c'est-à-dire que pour la Chine, le cas échéant, c'est le mode de vie agricole et les paysans entrent dans les grandes villes pour travailler. Donc, petit à petit, leur ancienne forme de vie, de mode d'organisation sociale se désintègre et c'est un processus qui est irréversible, mais en même temps, nous avons une grande volonté de préserver donc notre tradition culturelle qui est souvent née dans l'ancien mode de vie. Donc comment faire, c'est une grande question qu'on s'est posée et je pense qu'aujourd'hui, la Chine est en train de trouver des solutions pour faire perdurer le patrimoine culturel, notamment immatériel, parce que quand les gens n'habitent plus ensemble, cela se perd beaucoup plus facilement. Et Madame Pireiros, quel est le cas en France ou plus largement en Europe? Alors, je pense qu'en France, on a beaucoup d'artisans, donc beaucoup de personnes qui vont faire perdurer les patrimoines immatériels dans la vie quotidienne et tout au long de leur vie. Alors, en participant à des ateliers dans des associations au quotidien ou alors des stages d'été. En France, on a énormément d'artisans, des marchés artisanaux dans tout le pays. Donc, les personnes vont acheter des objets, mais vont aussi participer eux-mêmes. Et pour la transmission, je pense qu'on a un système qui existe depuis le XVIe siècle, qui est très important, qui sont les compagnons du devoir. Tous les métiers sont représentés, les métiers de la construction, mais aussi les métiers de bouche ou les métiers pour les matériaux souples. Donc dans la construction, on a des menuisiers, on a des zingueurs, des forgerons. Dans la bouche, les métiers de bouche, des fromagers, des pâtissiers. Et quand je parle de matériaux souples, c'est les artisans qui travaillent le cuir ou les tissus d'ameublement. Tous ces métiers sont enseignés. Les compagnons de devoir font un tour de France pendant plusieurs années. Et à l'issue de ce tour de France, ils font un chef-d'œuvre. Donc, ça leur permet de réinventer à chaque fois les techniques traditionnelles et d'intégrer des nouveaux graphismes ou de s'intégrer dans une culture plus moderne. Je pense que les écoles d'art également participent beaucoup à la réinterprétation des artisanats traditionnels. Et M. Wang, d'après vous, comment les méthodes traditionnelles telles que la transmission de maître à disciple ou la transmission familiale peuvent être intégrées au système éducatif moderne ou au secteur professionnel? Oui, en fait, effectivement, je trouve ce que dit Madame est très inspirant. Donc, c'est un modèle qui peut permettre donc la transmission des savoir-faire, notamment les maîtres artisans, et qui peuvent prendre des disciples pour travailler dans un cadre de création artistique et de restauration des patrimoines culturels du passé. Donc, c'est très intéressant. Alors que je pense que dans le cadre chinois, nous avons
plus tendance à intégrer le patrimoine culturel, matériel et immatériel dans le système éducatif d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des cours, des ateliers au sein des écoles pour les enfants, pour les initier. D'abord, il faut connaître l'existence de ces patrimoines dans le cadre de vie moderne. Parfois, les enfants n'ont pas l'occasion de faire la connaissance, sauf dans le musée, bien sûr, des éléments du patrimoine culturel, immatériel et matériel. Donc maintenant, beaucoup d'écoles primaires organisent ce genre d'activités, notamment après la classe, pour que les enfants puissent se familiariser avec les matières et des savoir-faire pour transformer ces matières. Et bien sûr, dans les classes des arts, ils vont aussi se familiariser avec donc l'esthétique classique chinoise, l'ancienne maison, donc la construction des ponts et d'autres formes architecturales, etc. Donc petit à petit, en fait, l'éducation joue le rôle de transmission du patrimoine culturel. Et je pense que lorsque les enfants sont plus grands, donc lorsqu'ils seront orientés une partie pour le secteur professionnel ou bien l'éducation professionnelle, donc une partie d'entre eux vont pouvoir réellement devenir, un peu comme en France, des apprentis, des maîtres artisans, et dans l'apprentissage de certaines techniques de fabrication et de restauration, de préservation du patrimoine culturel. Donc je pense que aujourd'hui, la particularité, c'est qu'il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui sont intégrées. Donc d'abord, on numérise beaucoup de patrimoine culturel avec l'aide de l'ordinateur. Cela facilite beaucoup le travail. Et bien sûr, les techniciens deviennent un associé en quelque sorte de maîtres artisans pour d'abord documentation et puis une meilleure compréhension et modélisation numérique dans l'ordinateur, et puis la transmission de cette savoir-faire, et cela deviendrait les connaissances à transmettre dans les écoles professionnelles. Et la Chine possède une richesse exceptionnelle en patrimoine immatériel lié à l'architecture, comprenant notamment, par exemple, les techniques traditionnelles de construction, la sculpture décorative, ainsi que l'art de la peinture ornementale. Madame Pirieros, d'après vous, quel rôle ce patrimoine immatériel joue dans la conception urbaine contemporaine ? Alors, je pense que ce que disait Monsieur Wang est très important, effectivement, dans les écoles, y compris dans les écoles d'architecture, donc dans le secondaire. Le patrimoine, alors c'est matériel, mais architectural, est tout à fait connu, étudié. Les étudiants l'apprennent dès la première année. Ils font des camps d'été avec des relevés. Donc, ça fait partie vraiment de l'enseignement et de tout ce qui doit être intégré pour l'étudiant avant de passer au contemporain. Par contre, l'architecture, par exemple, si on prend le bois, l'architecture traditionnelle chinoise est tout à fait remarquable, avec des techniques et des savoir-faire très impressionnants. Mais aujourd'hui, on a très peu de construction en bois. Parce que les réglementations ne le permettent pas. Alors c'est pareil partout dans le monde, hein. C'est très compliqué de construire en bois parce qu'on a des réglementations incendie, parce qu'il y a des limitations en hauteur. Mais par exemple en Suisse, il y a un bâtiment de 100 mètres de haut, donc c'est 30 étages, qui a été construit en bois. Donc techniquement c'est possible. Il faut faire évoluer les réglementations. Il faut que les jeunes architectes et les jeunes architectes chinois se saisissent du savoir-faire ici et réinterprètent et réinvente des techniques pour satisfaire des besoins modernes, des besoins d'une ville plus dense, des besoins de vie, par exemple d'isolation et de besoins plus contemporains. Et dans le domaine de l'architecture, comment peut-on trouver un équilibre entre la sauvegarde des savoir-faire ancestraux et les impératifs fonctionnels de la modernisation urbaine ?
Alors, je peux par exemple parler d'un projet que je suis en train de faire dans le Shanxi, qui est la rénovation d'une rue qui était une rue artisanale. Donc, il y avait énormément, c'est dans le Shanxi, à Xinjiang, une ville. Donc, il y avait une rue où tous les artisans étaient regroupés. Des artisans qui travaillaient l'encre, qui fabriquaient des pinceaux, des objets en lac. Aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns et la ville bénéficie d'un nouveau tourisme. Donc, il y a des touristes qui arrivent. Et le projet que je dois faire, c'est de restaurer cette rue, de revitaliser l'artisanat local. Par contre, l'architecture de l'époque Ming, elle a été déjà remplacée par une architecture qu'on peut appeler ordinaire. Les habitants ont des besoins nouveaux. Et c'est normal. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre leurs besoins, leurs attentes, et puis une revitalisation de la culture locale. Quand on a des touristes et des habitants, moi, ce qui m'importe, c'est de trouver des espaces de rencontre, des espaces publics où chacun pourra trouver son équilibre et permettre aux habitants locaux de renouveler cette culture des artisanats locaux et peut-être dans la rencontre avec le touriste de se réinventer. Et le modèle chinois qui combine préservation du patrimoine immatériel et réduction de la pauvreté est un véritable succès. Monsieur Wang, pour vous, quelles sont les spécificités et la signification de ce modèle ? Donc, je pense que cela a été étroitement lié avec l'objectif principal de la Chine de l'éradication de la pauvreté. Donc, le patrimoine culturel a été utilisé comme un moyen. Donc, de toute façon, nous avons un objectif de préserver, de protéger le patrimoine culturel et notamment immatériel. Donc, les gens ont trouvé cette solution d'associer la protection, la préservation à l'objectif de sortir les gens de la pauvreté. C'est-à-dire on a inventé un modèle qui est, je dirais, innovante, qui permettent justement d'atteindre les deux objectifs en même temps, en quelque sorte. À la fois, donc, les savoir-faire traditionnels des artisans sont mis en valeur et de l'autre côté, l'économie locale saisit l'opportunité pour développer le tourisme culturel et le commerce. Et bien sûr, donc nous allons voir qu'il y a beaucoup de cas de succès avec, par exemple, la broderie, la fabrication de poterie, ou bien de confection du thé dans certaines régions, etc. Donc, ce sont les boutiques d'artisans à la fois un lieu de fabrication, de production, mais aussi un lieu d'exposition, une boutique commerciale, etc. Donc, cela combine plusieurs fonctions et justement l'idée de créer un lieu en commun qui fait croiser le patrimoine culturel et les touristes permet aux paysans, aux agriculteurs qui dépendaient principalement de leurs mains, de leur agriculture, à trouver un autre moyen de créer de la richesse et de dépendre beaucoup plus de la vente de leurs produits artisanaux, aujourd'hui beaucoup plus en ligne, donc parce qu'ils font également la publicité en diffusion en live pour vendre leurs produits en ligne, donc ce qui permet d'augmenter leurs revenus et ainsi donc on résout le problème de pauvreté. Donc cela permet, si vous voulez, donc en termes de signification, cela nous permet d'atteindre l'objectif, les deux objectifs de l'ODT, donc l'objectif de développement durable de l'ONU, qui est d'abord de sortir les gens de la pauvreté, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté, et deuxième objectif, la préservation de la culture. Donc je pense que c'est un modèle, une approche holistique qui est innovante, qui est inspirante pour d'autres pays, probablement. Madame Piret-Rose, quel regard portez-vous sur ce modèle ? D'après vous, peut-il servir d'exemple pour d'autres pays ?
Alors, quand Monsieur Wang parlait, je pensais à un voyage que j'ai fait sur les terrasses, les rizières en terrasse de Yuanyang, dans le Yunnan, qui est aussi un patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un très bel exemple, je pense, d'une culture locale liée à l'agriculture, les hommes, l'architecture, leur artisanat local, l'ensemble est protégé comme un écosystème. Et c'est très éloigné. Pour y aller, il faut monter à 1900 mètres, c'est des petites routes. Mais les touristes viennent et les hébergements d'accueil pour les touristes, tout a été très bien fait et intégré dans ce paysage. On peut appeler ça un paysage culturel parce que c'est un paysage façonné par l'homme. Donc c'est pas seul, c'est très très riche. Et je pense qu'effectivement, la protection dans ce cas, la protection d'un patrimoine culturel a permis aussi à ces villageois de s'ouvrir sur le monde contemporain et de vraiment, oui, sortir de la pauvreté et de l'isolement. Je pense que, en écoutant Monsieur Wang, je pensais à cet exemple-là qui est, je pense, un très bon exemple. Et Monsieur Wang, existe-t-il des approches de transmission par les jeunes qui soient particulièrement inspirantes pour vous? En termes de protection du patrimoine, je pense que les jeunes sont beaucoup plus actifs que notre génération parce qu'aujourd'hui, ils reçoivent beaucoup d'informations, beaucoup d'éducation d'abord et beaucoup d'informations sur le plateau, en ligne, les réseaux sociaux, les vidéos courtes, etc. Et il y a des designs, des jouets donc spéciaux dédiés à ce sujet. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts à de nouvelles approches, de nouveaux modèles de protection. Donc aujourd'hui, bien sûr, la nouvelle technologie nous offre beaucoup plus d'opportunités pour reproduire, de diffuser sur des plateformes et d'associer cette documentation, préservation, protection avec la commercialisation, donc ce qui rend le modèle viable. Mais je crois que c'est seulement un des aspects parce que pour approfondir le sujet, en fait, mes étudiants ont continué sur le chemin pour d'abord aider. Donc, ils ont monté des projets pour aider des gens qui se trouvent dans les lieux reculés, qui cherchent à faire valoir leur patrimoine culturel, de créer des boutiques en ligne, de faire des e-commerce. Mais en plus de cela, ils sont là pour faire des enquêtes de terrain, de monter des projets de soutien scolaire aux enfants et de monter justement ce genre de programme pour sortir de façon durable et intégrale des villageois de la pauvreté. Donc, je pense que c'est d'une application beaucoup plus profonde que la diffusion, la communication et le e-commerce. Donc, c'est de nouvelles générations de jeunes s'engagent dans la voie d'éradication de la pauvreté et d'une meilleure compréhension de la Chine par elle-même, parce que ce sont souvent les enfants nés dans les grandes villes. Donc, ils ont besoin de ce genre d'opportunités pour mieux comprendre la Chine. Et Madame Pireiros, vous avez également un échange très étroit avec les étudiants. Comment voyez-vous l'attitude des jeunes Chinois sur la préservation et la transmission du patrimoine culturel ? Oui, je pense qu'effectivement, les jeunes ont un vrai besoin de se réancrer dans la culture chinoise, de la comprendre. Et même plus largement, je crois que dans la société chinoise aujourd'hui, il y a un besoin d'authenticité, non pas de copie et de faux patrimoine, mais vraiment de retrouver des vrais artisans, de retrouver des choses anciennes. Et donc, je pense dans le modèle touristique, ça évolue beaucoup. Et je pensais tout à l'heure, en écoutant Monsieur Wang, à un projet qui a été organisé par la ville de Pékin au début de cette année pour faire connaître, y compris aux habitants, aux citadins d'une grande ville comme Pékin, pour leur faire connaître le patrimoine culturel de cette ville. Alors on sait que l'Axe a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO également, donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Un axe dans une ville, c'est également quelque chose d'intangible et d'immatériel, ça structure totalement la ville. Mais tout ce programme qui avait été organisé par la ville, c'était à partir d'applications
Donc, n'importe qui pouvait se connecter. Et puis, il fallait aller dans différents endroits dans la ville, comme un petit peu un jeu de... À taille réelle. Oui, voilà. Et il devait aller à différents endroits et puis tamponner ou faire quelque chose, faire un petit jeu avec les habitants, avec un artisan. Et c'était, je pense, un très beau festival pour faire comprendre la culture également aux habitants des grandes villes sans aller très loin au quotidien. Et pour vous, quelles sont les différences entre la Chine et la France en matière de conception du patrimoine culturel immatériel? Je pense que pour les Français, c'est vraiment intégré dans la vie de tous les jours et dans on fait beaucoup de travaux manuels, on l'apprend beaucoup à l'école et en général, les Français ont un petit atelier dans la maison pour toucher le matériau et les choses. Donc, je pense que c'est vraiment chez nous intégré, même pour les citadins, intégré dans la vie. Et je pense que pour le développer, il existe beaucoup de stages, de formations. Je sais que par exemple, des Français adorent aller à Tindogen pour faire des stages de céramique. Je pense que des stages et des formations sont possibles dans les deux sens pour créer plus d'échanges. Et quand on va comprendre les méthodes et les façons de faire dans un autre pays, on réintroduit dans son propre pays des nouvelles manières. Je connais par exemple une potière qui est venue faire un stage ici et puis qui ensuite a essayé de réimaginer des choses en France, donc de faire évoluer les techniques en France aussi. Et je pense qu'on peut se nourrir beaucoup les uns des autres dans l'artisanat, dans le patrimoine immatériel et réinterpréter chacun de nos côtés nos techniques. Et Monsieur Wang, d'après vous, quel type de coopération la Chine et la France peuvent-elles développer dans ce domaine? Donc justement, je suis tout à fait d'accord avec Madame en l'écoutant parce que justement, ce genre de pratique, il s'agit de partage des connaissances et de bonnes pratiques entre les gens, des praticiens au quotidien de la préservation du patrimoine. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce genre, mais je crois qu'on doit d'abord remercier l'existence de ce cadre international qui est essentiel de la sauvegarde du patrimoine culturel, qui est l'UNESCO. Il y a la convention de 2003 qui existe, mais justement l'existence de ce cadre permet la création du réseau de coopération au niveau international, de s'apprendre mutuellement parce que vous avez une liste, vous avez une destination, vous savez où aller et à qui apprendre. Donc ça, c'est très important. Donc par la suite, on a mentionné le partage des bonnes pratiques et je pense que l'intérêt de ces échanges, c'est de s'apprendre mutuellement et de permettre justement à nos maîtres artisans d'ouvrir davantage leur horizon vers le monde extérieur, parce qu'ils vont travailler pendant toute leur vie en Chine, sur la Chine, mais cette possibilité d'échange entre les différents pays leur ouvre la nouvelle possibilité de création. Donc ils peuvent utiliser leur technique et leur conception pour représenter le monde extérieur. Je pense que ça, c'est fascinant de leur permettre de réaliser ce genre d'échange. Et beaucoup d'entre eux sortent parfois pour la première fois la Chine pour voir le monde. Et donc c'est tout à fait bouleversant pour eux, pour leur donner cette nouvelle créativité des objets d'art. Donc je pense que c'est une pratique très importante. Merci Monsieur Wang et Madame Pireiros d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos points de vue sur ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.